L'ortie était connue depuis que le monde existe. Hein. Alors, elle n'a jamais empoisonné personne. Et pourquoi maintenant faire autant d'histoires? Non, mais hein, ça va pas la tête, je crois. Écoutez, moi, on marche dessus, oh, je sais pas, ça va plus. Ça va plus. On en rigole, ça fait rire, il vaut mieux en rire. Mais alors, moi je les attends qu'ils viennent me voir. Ils viennent me voir, pourquoi qu'ils viennent pas? Et puis si je vais en prison, à mon âge, je me reposerai. Je suis une dame de 60 ans, de soixantaine d'années. Aujourd'hui, j'ai une couleur teintée ardoise. Je suis partie chez rhumatologie, je suis partie chez dermatologie, je suis partie partout. Alors, ma couleur, on voit mon cou. Je m'excuse, je ne peux pas me montrer. Je suis une musulmane. Je m'excuse. Mais en tout cas, je vais aider les filles qui se plaignent d'une maladie de peau. Maladie de peau, ça veut dire c'est comme ça. Voilà ma couleur, comment il est. Voilà, je voyais comment, avant, il était vraiment très noir. Maintenant, il est très bien, grâce à Dieu, et l'ortie. Là, c'est très bien. Ça coûte trop cher. C'est de l'or. Ça, c'est bien. Moi, vous voyez comment je fais, je prends que les feuilles. Alors, je ne prends pas les branches, ça, les branches, je ne le prends pas. Je prends que les feuilles. Malgré ça pique, moi, avec son amour, je le mets sandwich quelquefois. Je prends le fromage, je lave les feuilles comme ça. Et comme la salade, je fais salade, tomate, oignon, et je la coupe comme ça. Ben, après qu'elle était vraiment trop lavée, et je fais comme ça, et je la mange comme une salade. C'est parce que je trouve qu'il se soigne bien. Elle m'a soigné. Il va vous soigner, vous aussi. Je prie le Dieu. Ah, pourquoi il m'a soigné? Pourquoi pas vous? Aujourd'hui, je suis en train de couper un petit peu que les feuilles. Et après, quand je coupe les feuilles, je vais les laver 7 fois. 7 fois. La tête là, avant, vous voyez, avant que je l'accueille, j'ai coupé ça. Il y en a des bêtes. Vous voyez là, la branche, comment il est grand, mais toujours avant de l'accueillir, hop, couper la tête. Moi, je coupe toutes les têtes. Un exemple parce que il ne faut pas qu'on se soigne en même temps, on meurt après. Non, il faut qu'on fasse attention. Il est bien, mais il faut faire attention. Je vais la laver 7 fois, très bien, soigneusement. Et je le mets dans une bouteille d'eau. Je prends la bouteille, Evian, on retire un petit peu de l'eau et on met comme ça, on met à l'intérieur. Et ça devient directement l'eau marron. Chaque matin et le soir, je continue mes 2 litres ou bien 1 litre et demi d'eau, de l'ortie. Très bien. Et après aussi, je peux faire, je le fais vraiment... une soupe, on peut dire une soupe, c'est pas grave, ça soigne, c'est très bien. Et après, ça va sentir d'inflammation. De l'inflammation, ça brûle, la main, vraiment, il est morte. Vraiment, je sentais mes mains qui est vraiment, comment on peut dire ça, fourmis. Mais maintenant, regardez, mes mains, ils sont devenues, avant, il était noir, il était tache noire comme ça. Maintenant, c'est très bien. Ma peau, c'est bien, il n'est pas taché, c'est bien. Je vous dis la vérité. Je mens pas, je frime pas. Ça soigne la peau, ça soigne les cheveux, pour pousser les cheveux, aussi pour faire un, comment on peut le dire ça? Comment on peut le dire? Aussi pour le visage. Il est pour tout. Essayez de voir. Sitôt, je ne peux pas vous dire plus parce que je ne peux pas parler de trop.
Et le compère. Vous mettez quoi dessus? Je sais pas. Un truc, un désherbant? Oui. Ça tombe bien. Alors, il existe encore une personne qui débroussaille les orties. Alors avec moi, vous allez faire ensemble. Ouh, je veux entendre tout le monde. Ouh. Mais c'était, vous débroussaillez. Et il y a combien d'années que vous perdez de l'argent? Il y en a toujours des orties. Est-ce que le marchand de débroussaillant vous a dit à quoi servait l'ortie? Eh ben voilà. Et lui, il vous a pompé le porte-monnaie. Je vais vous faire des économies. Vous allez me remercier et vous allez ce soir, vous allez mettre une ortie au-dessus du tableau et tous les soirs, vous allez me dire, oh, excuse-moi. Non, première propriété de l'ortie, elle rééquilibre le sol et elle dépollue. Donc à chaque fois que vous allez mettre votre débroussaillant, elle a séché, parce qu'elle s'est dit, bon, parce qu'elle a dit, il faut que je dépollue. Elle a séché. Comme moi, ce soir, je vais être fatigué, je suis desséché, je me couche. Et demain, je me relève en forme. Et elle, l'année d'après, par contre, elle remonte les toxines. Et comme vous, à chaque fois que vous avez trop de sous dans le porte-monnaie, vous allez racheter du produit, vous en mettez, elle dit, je recommence. Et hop, elle le refait. Et l'année d'après, vous avez encore trop de sous, j'y vais. Et le mec, le marchand de débroussaillant, lui, il est content. Non, mais voilà, ça ne sert à rien, c'est une plante qui est là pour rééquilibrer le sol et le dépolluer. Donc vous n'allez pas la supprimer. C'est plein de vertus pour le jardin, vous le savez, le purin d'ortie. Et puis ce qui est merveilleux avec les orties, c'est qu'avec, on soigne aussi bien les plantes, bien sûr, mais on soigne aussi le jardinier. Eh oui, la soupe d'ortie de nos grands-mères, eh ben, elle est très très bonne. Alors que la soupe à l'herbicide homologuée, hein, vous en connaissez beaucoup, vous, des vendeurs de produits phytosanitaires qui se font un bol de bouillon après les restes de leur préparation, Non, moi de l'ortie, c'est parce qu'on l'a toujours employé, on donnait aux volailles tout le temps, j'ai pas arrêté, non, moi j'ai 75 ans bientôt, mais toute ma vie j'ai vu donner de l'ortie aux volailles surtout, et aux porcs. Maintenant aux vaches non, je crois que j'ai
J'ai cru être la première à avoir fait ça, mais finalement, quand... non, j'étais pas la première, parce qu'il y en a d'autres qui avaient essayé avant moi. Mais qui n'ont pas été aussi loin dans les analyses, et puis... Voilà. Moi, j'en donnais aux vaches, alors c'est vrai que les vaches, qui ont une vache qui aurait eu 18 litres de lait aujourd'hui, eh bien, au bout de 8 jours, on a eu 28, hein, et la matière grasse également, hein. Alors qu'elle n'excédait pas ici en Aveyron à cette époque, c'était en 1980 ou 81, ça n'excédait pas à 30 grammes par litre, ou 35, alors qu'avec de l'ortie, elle arrivait à 60. Hein. Et puis le beurre est aussi, on a fait analyser le beurre, et puis le beurre a davantage de matière, comment dirais-je, d'acide oléique, hein. Les acides insaturés, davantage d'acides insaturés. Et là, ça, il faudrait essayer. Pour l'instant, ça n'a pas été testé. Non, non, du tout. Non, non. Non, à aucun niveau, non. Il est employé des fois, je sais, en purin d'ortie, des fois. Mais surtout, c'est pour les agnelles de renouvellement. Notamment ici, il l'a eu fait, je sais, pour les petites agnelles. Et je crois que l'année où il l'avait employé, effectivement, on avait de grosses agnelles, de jolies agnelles, en bonne santé. Mais ça n'a pas de valeur de test. Nous nous devons de faire évoluer l'exploitation agricole vers l'entreprise agricole. Moi, j'en avais entendu parler une première fois, c'était Baraton sur les ondes qui disait il y a quelque chose qui arrive, j'ai des pressions, on va plus pouvoir donner. Alors, il était avec Koff et ils avaient pris l'exemple. Et alors c'est bien, puis en même temps c'est un peu ce qui a fait le vague. C'est une loi qui interdirait de donner des recettes. Et Koff a parlé du purin d'ortie, mais comme exemple. Donc tout le monde s'est fixé sur une interdiction de purin d'ortie. Notre choix, ça a été plutôt de travailler un peu l'artisanat, enfin un type artisanal. Alors évidemment, bon, ça a un prix hein, quand même. C'est-à-dire que actuellement, on travaille sans subvention. Le jour où il y a une année de sécheresse, eh ben, nous, on n'a pas droit aux subventions et on ne les demande pas non plus. C'est pas notre but. La différence, c'est que on fait un produit, on fixe notre prix. C'est ce qu'il aurait mieux valu faire pour l'agriculture au lieu de faire des primes PAC qui sous-payent les paysans qui ont quand même produit un travail. Ils touchent des subventions et ils sont toujours tributaires de cet argent. Et le jour où il n'y a plus de subventions, eh bien, je pense que ça va être dramatique pour tout le monde. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que nous, on est indéboulonnable, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, bon an, mal an, on est obligé de s'adapter à chaque fois que quelque chose arrive. Soit on réduit, soit on change de production, soit on modifie. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé. Au purin d'ortie, bon déjà on l'utilise, nous ça fait 7 ans. Hein. Donc on a énormément diminué nos coûts de production, donc ça c'était déjà un gain financier, un choix de vivre, si on peut dire, hein, de travailler naturel, surtout pour notre santé, la santé de nos enfants.
on ne peut pas continuer à avoir les potes et puis la famille, etc., attaqués par les cancers, etc. Et notre profession, qui fait partie des professions les plus vulnérables, hein, quand même, on c'est en serre. Quand on traite avec un produit toxique là-dedans, de toute façon, on va toucher la plante. Tôt ou tard, on va se frotter les yeux ou quoi, et même ne serait-ce que la main, ben, ça traverse la peau, puis voilà, et on s'empoisonne. Pour nous, il était impensable qu'un jour on puisse ne plus travailler, parce que sinon on nous enlève nos produits là, qui font de mal à personne. Hein. C'est justement le choix de protéger et la nature et les gens. Et si on nous les enlève ça, nous on peut plus travailler, puisqu'on n'est plus habitué aux chimiques. Ayant la conscience d'empoisonner les gens quand on utilise ces produits, on ne peut pas vivre et travailler avec cette idée en tête et continuer à produire comme ça. On s'est rendu compte qu'en traitant nos produits avec des purins, on a eu beaucoup moins de problèmes de maladies, c'est sûr, mais en même temps d'insectes. Les alraudes ont disparu, on a quasiment plus de trips. On a un petit peu d'attaques d'araignées rouges de temps en temps, mais bon, on le maîtrise relativement bien, quoi. Donc et on part aussi de l'idée que dans la nature, c'est pas zéro puceron. On enlève les pucerons, il n'y a plus de coccinelle, il n'y a plus de coccinelle, il y a beaucoup plus de pucerons. Et on traite et le produit fait plus effet, etc., etc. Donc nous, on est parti maintenant de l'effet inverse. On essaie de rééquilibrer la plante. Il n'y a plus qu'à attendre. On utilise 4 produits principaux, hein, enfin 5, mais purin d'ortie, purin de consoude, purin de prêle, purin de fougère. En tout cas, au final, on a beaucoup moins d'insectes. Donc moins de traitement, donc coût de production beaucoup plus faible. Et voilà. Il commence à décomposer, là, c'est pas mal. C'est bien. Depuis des années, et c'était aussi un peu notre recherche, on voulait un cahier des charges ou un logo ou une façon de travailler. Et nous, on allait le mettre en place avec les amis de l'ortie, un cahier des charges, pour quand les gens achètent un produit naturel, par exemple un extrait fermenté d'ortie, un purin d'ortie, ce soit pas, et ça on l'a vu, hein, ce soit pas une infusion de n'importe quoi. Donc effectivement, il faut des règles, il faut, je ne sais pas si c'est des normes ou quelque chose qui mettent en place que le consommateur soit protégé. Allez, c'était gros, on en met 12. Et voilà, 12 pelles. Donc je vais juste mettre de la poudre d'ortie que j'ai préparée il y a quelques temps. J'avais tamisé. Voilà, donc en principe on avait calculé que la dose pour un sac c'était un godet. Voilà.
sachant que le terreau en lui-même est déjà enrichi en engrais. On travaille sur les purins et en même temps on fait des essais, quoi. Et là on a un problème de cochenille. Il nous semble qu'on a trouvé la solution. Ça c'est des morceaux de fougère sèche. C'est des restes de fougère de mes purins. Et puis donc on le met, on l'arrose. Et là on voit bien qu'il y a eu de la cochenille. Ça s'appelle de la fumagine, ça. C'est vraiment quelque chose on ne peut pas se défaire. Tant qu'il y en a, ça sécrète ce produit. Et là j'ai arrosé, on a arrosé. Et puis, je vois plus de cochenille pour l'instant. Donc, a priori, ça marche. Et, ouais. Ça c'en est une, mais il faut que je te trouve une assez grosse. Mais non, mais ça a marché, hein, c'est sûr. Putain, oui, ça a marché. Ça, c'est génial. Ah ouais, alors voilà, bon, ça c'en est une. Ça c'en était une, en tout cas. Et j'appuie dessus, voilà, elle est morte. Donc là, il n'y a plus rien, elle est sèche. Mais il y a quelques temps, ça en était plein partout, hein, parce que pour sortir du noir comme ça, la fumagine comme ça, c'est bombardé de cochenilles, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y en a plus, il n'y a plus de cochenilles. Mais on va quand même aller voir sur ce laurier rose, parce que là-bas, si vraiment il n'en a plus, c'est sûr que ça va marcher, c'est sûr. Voilà. Là, j'ai mis de la fougère, et ça, c'était bourré de cochenilles, ça c'est sûr. Ben non, il n'y en a plus. Ça, voilà, c'est quasiment le pire de tout, tu peux pas t'en sortir de ça. C'est vrai que les produits, ça marche pas, les produits chimiques, ça c'est clair. C'est très costaud, ça donne une carapace qui est assez forte, je sais pas. Et moi, je pense que ça passe par la sève. Bah oui, c'est pas l'émanation comme ça, je pense pas. Mais c'est passionnant quand même. Ouais. Ça va au-delà même des fleurs. Je trouve qu'en plus de ça, ça donne un intérêt. Parce que tirer du purin, ça pue. Il y a plus agréable à faire dans la vie, hein, c'est sûr. Hein. Mais d'un autre côté, c'est tout ce qu'il y a derrière qui est intéressant. Cette progression, tout ça quand même. Là, tu vois, on peut observer une phase de compartimentation, c'est-à-dire que c'est un abandon cellulaire. Le végétal a subi une agression, ici en l'occurrence c'est un saule. Donc c'est un peu ce que j'appelle la retraite d'Hannibal, c'est-à-dire qu'en fait le végétal fait croire que plus rien ne va, il abandonne des cellules, donc c'est ce qu'on voit, ce qui est nécrosé, donc ça restera de toute manière mort, ce sont des tissus qui sont morts, abandonnés par le végétal. Et puis ensuite on voit ce petit liseré jaune qui est en train de se mettre en place et qui va devenir rouge ultérieurement, c'est-à-dire que la plante, le temps d'abandonner ses cellules, a élaboré des phytohormones pour avertir toutes ces parties végétatives. Donc on a de l'acide salicylique, l'acide jasmonique et puis de l'éthylène pour prévenir ses congénères s'il y en a d'autres. Et puis, entre-temps, la plante va mettre en place cette compartimentation avec des polyphénols pour dire voilà, stop maintenant au ravageur, j'ai abandonné ces cellules mais je ne vais pas aller au-delà. Et donc le ravageur, s'il essaye d'aller au-delà, va, je dirais, ingérer ces substances. Et là, encore une fois de plus, c'est antinutritionnel où ça peut attaquer son système digestif ou système nerveux central. Donc, en tout cas, à la fin, c'est la mort du ravageur. Donc là, on est sur le Cornus mas, le cornouiller. Et on voit, il a subi différentes attaques. Et on voit sur le pourtour donc une couleur rouge, mais qui est vraiment intégrale. C'est tout le pourtour qui est rouge. Et on voit au milieu ces cellules abandonnées qui sont nécrosées, qui sont mortes. Et donc qui ensuite ont été compartimentées. C'est juste pour dire, voilà, un végétal ne cicatrise pas, il compartimente. Ce qui est mort est mort. Donc on pourrait aller jusqu'à dire qu'un végétal ne guérit pas. Hein, ça nous repositionne, nous, en tant que jardiniers, avec un petit peu plus d'humilité. Voilà, donc on ne peut pas recréer des cellules saines à la place des cellules mortes. Voilà, là on voit bien encore ces petites taches nécrotiques compartimentées rouges. Voilà. Mais ça coûte cher au végétal, hein, c'est de l'énergie, c'est beaucoup de sucre pour mettre ça en place. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un végétal ne peut pas croître
et se défendre en même temps. Voilà, donc s'il a mis le temps qu'il a mis ça en place, il n'a pas pu élaborer des feuilles et mettre en place plus de chlorophylle, etc., de manière à pouvoir pousser un peu plus, etc. Donc ça il sait pas faire. Voilà. Donc à nous de déterminer, quand on voit qu'un végétal a mis en place une barrière comme ça, une compartimentation, on peut toujours chercher le ravageur, il n'y est plus. Donc on ne va pas traiter en pompier, on ne va pas traiter en curatif. On va plutôt, encore une fois de plus, rembourser l'emprunt en banque avec des extraits fermentés, ce qu'on appelle des phytostimulants. Donc l'extrait fermenté de consoude, l'extrait fermenté d'ortie, l'extrait fermenté de bardane sont 3 extraits fermentés qui peuvent très bien jouer ce rôle-là. Voilà. J'ai commencé à fabriquer du purin d'ortie pour mes besoins perso en 92. Pour hier quand même. Donc 92, 93, 94, fabrication personnelle. 95, j'ai démarré le projet de l'ortie. 95, 96, 97, 98, 4 ans à mettre le projet en route. Donc la fabrication, les essais chez les agriculteurs, les problèmes commerciaux, et puis bon, fin 98, ça a commencé à vraiment bouger de partout. Donc j'ai créé la société J3C, et depuis d'année en année, on augmente toujours les volumes. On vous donne un ordre d'idée, on fabrique à peu près 20 000 litres de produits par semaine. Donc 20 000 litres, pour vous donner une idée, c'est un semi-complet toutes les semaines, quoi, à peu près. Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L253.1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Ortie, consoude et savon noir. L'ortie, on l'utilise depuis qu'on fait du jardin, mais les premiers temps, on a vraiment utilisé très mal. On a fait des purins d'ortie comme quand on ne sait pas faire, c'est-à-dire qu'on mettait de l'ortie dans de l'eau, dans une poubelle, et puis voilà, au bout d'un certain temps, ça sentait très mauvais. Et on se disait, le purin doit être fait. Donc on en prenait une louche qu'on mettait dans l'arrosoir. Ça sentait mais vraiment quelque chose d'horrible. Il y avait plein de larves qui se décomposaient. C'était vraiment pas ragoûtant. Mais bon, on disait, ouais, ça marche pas. On savait pas trop, mais enfin on se disait, ça fera pas de mal, quoi. Depuis, on a quand même un peu évolué. On a compris comment ça fonctionnait, qu'il y avait une fermentation, et qu'il fallait pas aller dans la putréfaction. Donc on contrôle la fabrication, on contrôle la fermentation. Voilà. Il ne faut pas en mettre trop dans le pulvérisateur, sinon on brûle les feuillages. L'eau de pluie, une bonne eau bien acide. Le mélange que j'ai là dans le pulvérisateur, donc 2,5% de purin d'ortie et 2,5% de purin de consoude. Voilà, pour être très précis. Et voilà, c'est parti. Il faut que le soleil soit passé. Là, les conditions sont bonnes. Là, c'est le soir ou le matin avant le départ du soleil. Là, je suis en train de passer un petit mélange de purin d'ortie et consoude pour faire partir les plantes en végétation, parce qu'elles ont eu pas mal de petits soucis climatiques ces temps derniers, avec des pics de température. On passait la nuit à 9, dans la journée ça montait à 25, des fois 30 et plus. Et les plantes avaient du mal donc à subir tous ces chocs. Donc c'est pour ça que j'ai mis de l'ortie dedans. L'ortie, ça leur permet de se déstresser. Ça déstresse aussi bien les humains que les végétaux, l'ortie. Et la consoude, c'est plus spécifique de tout ce qui est légumes, fruits, grains. Légumes grains comme les haricots, légumes fruits comme les tomates, les aubergines, les poivrons.
toutes les 3 pulvérisations, disons. Je fais ce que j'appelle les 4 mousquetaires. Alors c'est ortie, consoude, prêle et fougère. La prêle, c'est pour toutes les maladies, tout ce qui est champignons. Et la fougère, c'est pour les parasites, les pucerons, etc. Ça dynamise la plante et ça lui permet de mieux résister à tout ça. Et j'y ajoute aussi un petit mouillant pour que la pulvérisation ne s'égoutte pas tout de suite sur le sol. C'est du savon noir liquide. Et en plus, ça apporte une odeur un peu plus délicate que l'odeur des purins, ça ne gâche rien. Mais j'ai remarqué que puisque je reçois des visiteurs dans mon jardin, et ça m'arrive souvent de passer la pulvérisation 1 heure avant leur arrivée et ne se rendre compte de rien. Donc quand un purin est bien fait, il n'est pas malodorant du tout. La fortiche, le purin d'ortie. Donc je vais mettre mon stock. Et voilà, 2 de plus. Le purin, c'est quand même un complément aussi de revenus. Et là aussi, on démarre avec les faibles moyens qu'on a. Il y a une demande, on bosse aussi dessus pour le faire connaître. Bon, c'est au-delà du commerce, il y a quand même un choix de vie et puis un objectif de sensibilisation. Il est grand temps d'interdire la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché. Actuellement, le consommateur est protégé, puisqu'on nous avait sorti. Enfin, c'était, en fin de compte, pour protéger le consommateur, cette loi. Parce que c'est vrai qu'une autorisation de mise sur le marché, il y a eu des études de fait. Donc c'est très simple. Si on veut être protégé, il suffit d'aller dans une jardinerie. Là, c'est le côté amusant, mais je vais pas en revenir. C'est de bien regarder derrière le bidon qu'il y ait une tête de mort ou une croix rouge, avec la jolie phrase « mettre hors de portée des enfants ». Et là, on va voir qu'il y a une AMM. Donc c'est quelque chose pour protéger le consommateur, pas l'enfant. Et les produits naturels qui, eux, n'avaient pas besoin d'avoir de tête de mort, de croix rouge, et surtout pas la phrase « mettre hors de portée des enfants ». Pas d'AMM, produits dangereux. Donc je vous laisse maintenant réfléchir. L'ortie pique la curiosité. Ça, il n'y a pas de souci. Mais les châtaignes, vous avez mangé avec une bogue? Ça pique un peu. Les oursins. Et les abeilles, ça fait du miel. Mettez la main dans la ruche, ça pique.
Et vous continuez. Non, voilà, avec l'ortie, parce qu'il y a le pic, on dit c'est mauvais. Mais les autres... un gâteau. Oh ben alors, oh ben alors. Salut Lulule. Ben alors. Hein? Qu'est-ce qu'il y a mon Lulule? Dis. Ah toi aussi, viens voir là. Hein, tu les aimes aussi les orties? Tu les aimes à quel stade? Hein, à quel stade t'aimes les orties? Ah, quand ils sont à graines. Quand ils sont à la graine, ah oui. Hein, ils piquent beaucoup moins, et puis là, tu casses bien la croûte. Hein. Il y en a qui suppriment les orties, moi je les cultive. Il y a des fous partout. Il y en a des chouettes. Hein. Alors le jardin d'orties, disons que là, il est en bas. Alors ça, c'est pour en même temps planter 2 orties. La fausse et la vraie. Et je la plante au jardin d'ortie. Ça, c'est quand on crée un nouveau jardin. Voilà. Alors là, cet ensemble qui est en construction va devenir mon jardin d'ortie. Hein, et là, continuellement, je plante des nouvelles variétés. Il faut bien faire la différence des deux, c'est qu'il y en a une qui pique pas du tout et l'autre n'y touche pas. Parce que là, la petite Urens, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est qu'elle pique très fort. Donc dans des variétés qui vont monter très haut, regardez, le bois, ça, c'est l'étivirens. Là, il y en a 3 pieds. Là, ça y est, ils viennent de démarrer, ils sont plantés là depuis 15 jours à peu près. On la voit puissante, agressive. Très très belle plante, très très belle plante. Ça, c'est une variété aussi qui est très très chouette, très fine, très découpée, qui pique. Hein. Ça, c'est aussi Urtica. Urtica cannabina. Parce que, bon, feuille de cannabis, hein, c'est comme ça que les botanistes l'ont appelé. Alors là, il a été fait beaucoup de fibres avec, beaucoup d'ensemble. C'est une plante qui va devenir très très belle. 80 cm à peu près, à 1 mètre. Et surtout, une très très belle découpe de feuilles. Alors ça, en même temps, pour faire des sacs, pour faire des mouchoirs, pour faire... qui sait si un jour, on n'aura pas besoin de revenir au naturel et de mettre tous les produits de synthèse. Parce qu'on va s'apercevoir que ça donne des allergies, que ça c'est naturel. Et ça fait une fibre géniale. Alors, pourquoi pas l'utiliser? Voilà, donc là j'ai différentes solutions nutritives. Donc là en l'occurrence c'est du sureau, c'est de l'extrait fermenté de sureau. Donc je vais mettre dans ce récipient. Donc je vais faire une dilution ou un 20e de chaque solution nutritive en ce qui concerne les extraits fermentés. Donc ici la bardane. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être d'expliquer les phénomènes de compartimentation du végétal qui vont être aidés par les principes actifs qui sont dans ces plantes. Donc là l'ortie. Bien évidemment, chaque plante a son process de fermentation. On va procéder à la dilution. C'est une plante qui est très intéressante pour les phénomènes de compartimentation. Elle est bourrée de principes actifs, mais elle a quelques petits problèmes au niveau de la compartimentation. Donc on va voir si on peut les favoriser avec ce type de principes actifs. Voilà.
Une agression mécanique, c'est comme de la grêle, c'est comme une agression avec une chenille, un puceron, ça reste le même système de défense qui va être mis en route par le végétal. Bien évidemment, il ne va pas reconnaître le coup de ciseau, mais dans le process de mise en place des principes actifs, c'est le même quel que soit le ravageur. Après, vous avez vu, on l'a vu sur le terrain, hein, il y a une identification ou pas. Est-ce qu'il y aura compartimentation ou pas? Il ne faut pas aller jusqu'à la nervure centrale, hein, parce que sinon on coupe la circulation de sève, c'est ridicule. Les chenilles, souvent, elles attaquent sur le contour des feuilles, elles ne vont pas attaquer la nervure centrale. Un pommier, une vigne qui subit une agression, un simple coup de sécateur, en quelques heures, si le végétal est en bonne santé, il peut mettre en place la mélanisation. Ce qu'on a vu, le contour rouge, en fait, c'est une mélanisation. Pile poil. Voilà, jouer un peu avec la lumière. Super. Effectivement, c'est total tout autour. Ouais. C'est beau. C'est beau. Ouais, tiens bien. Ouais, cette loi d'orientation agricole, elle nous est vraiment tombée dessus comme une masse. On s'y attendait pas du tout, et c'est vrai que pour nous, ça nous a fait l'effet un petit peu d'une bombe, parce qu'on travaillait avec le ministère pour essayer de trouver des solutions pour nos préparations naturelles, et là, patatrac, le ministère nous apprenait qu'il mettait dans le même sac toutes les préparations phytopharmaceutiques, qu'elles soient naturelles ou d'origine de synthèse chimique. Donc c'était effectivement pour nous un coup de poignard dans le dos, d'autant plus que depuis une dizaine d'années, donc depuis les années 95, des producteurs travaillaient, s'acharnaient à essayer de mettre sur le marché des produits qui étaient fiables et stables. À la base, dans les années 80, j'ai fait une formation en espace vert. Ensuite à Paris, j'ai suivi une formation d'arboriste, donc c'est les soins aux arbres. Ensuite j'ai fait une formation en phytothérapie à Lyon. Et après, j'ai fait une formation en biochimie à Genève, et puis en biologie végétale, donc c'est 1200 heures, mais biologie végétale sur l'arbre uniquement, c'est spécifique à l'arbre. Donc on rencontre tous les plus grands spécialistes de l'arbre, comme Ted Green, qui travaille en Angleterre, Klaus Matek, qui est le spécialiste de la physiologie, pathologie arboricole, qui est en Allemagne. Des physiciens qui ont travaillé sur la structure du bois, voilà, donc on rencontre tous ces grands personnages. Et ça nous a permis, je dirais, de prendre une direction juste en ce qui concerne la biologie de l'arbre. Parce que comme disait un de mes enseignants, ce qu'on connaissait sur le corps humain au Moyen-Âge, c'est ce qu'on connaissait sur l'arbre en 85. Voilà. Et puis tout d'un coup, en 85, il y a quelques personnes qui ont osé franchir le pas sur la connaissance, prendre une autre direction. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir, grâce à Chaigo, qu'un arbre ne guérissait pas, un arbre ne cicatrisait pas. Et donc ça nous a emmenés dans d'autres perspectives de soins. Voilà. Donc il y en a qui ont pris la voie de la chimie, et puis d'autres qui ont pris la voie du bio. On reste minoritaire. Hein. Ouais. Deux agents, un de la DGCCRF et un autre de la protection des végétaux, donc l'un dépendant du ministère des Finances, l'autre du ministère de l'Agriculture, font une descente en règle. Je vous expliquerai tout à l'heure plus en détail ce que peut représenter le terme de descente, que je crois qu'il n'y en a pas d'autre, chez Éric Petiot, qui est co-auteur avec Jean-Paul Collaert et moi-même de ce fameux bouquin Pyramide d'ortie et compagnie. Et là, grosse surprise, au lieu de s'attaquer aux produits qu'il fabrique et qu'il utilise, ces gens-là se sont attaqués à son savoir et à la manière dont il diffusait son savoir. J'ai subi des allégations verbales et des interdits du style vous savez que vous n'avez pas le droit de faire une infusion de plantes pour soigner les plantes, vous n'avez pas le droit d'aller dans les champs avec les professionnels
pour leur montrer ce qu'est une achillée par exemple, et puis faire une démonstration d'infusion pour soigner les végétaux. Vous n'avez pas le droit de faire un extrait fermenté et de surcroît leur expliquer ce savoir-faire. Donc j'ai commencé un petit peu à me liquéfier parce que je me suis dit c'est pas possible, il s'appuie sur un document existant pour alléguer de tels propos. Donc ça, il m'a fallu la journée pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et puis donc ça a duré effectivement la journée avec des attaques sur ma vie privée. Ça c'est assez perturbant quelque part. Et puis en même temps, à la fin de la journée, j'ai réussi à poser cette question, mais j'arrive pas à comprendre la finalité de vos propos. Et là, ils m'ont répondu vous en faites pas, vous n'êtes pas un grand délinquant. Et là, en fait, ça m'a fait très peur en définitive. Et là, j'ai tout de suite appelé Bernard Bertrand. Et là, on a lancé la machine. Et de suite, l'association des Amis de l'Ortie est repartie bien évidemment au combat et à mobiliser médias et par le biais des médias, l'opinion publique. Tant qu'on ne fait pas de mal à quelqu'un, eh bien moi je ne sais pas ce qu'ils peuvent t'interdire. Quelque chose qu'on connaît depuis toujours, qu'on a toujours employé, eh bien on n'est pas mort. Et tu l'as appris comment? Par la télé, par la radio? C'est la télé, disons on a eu des coups de téléphone des amis, certains amis qui ont dit attention, ça y est, c'est la guerre de l'ortie, faut plus faire de pur. Mais je dis, c'est invraisemblable. Disons qu'aussitôt, j'ai fait complètement le contraire et je me suis mis hors la loi. Et je resterai hors la loi même si ça continue, parce que c'est invraisemblable. Invraisemblable. En fait, dans cette histoire, quand le ministère nous a dit qu'il voulait protéger le consommateur et l'utilisateur, nous on a bien vite compris que ce n'était pas le cas. C'était bien la transmission des savoirs qui était attaquée par un article qui dit, à peu près mot à mot, toute publicité commerciale ou recommandation sont interdites pour les produits ne bénéficiant pas d'homologation. Partant de là, effectivement, toutes les préparations naturelles entrent dans ce cas de figure. Donc le simple fait de donner une recette de purin d'ortie, de lait à l'argile ou de je ne sais quel traitement naturel qui ne coûte rien à l'utilisateur et qui n'est absolument pas dangereux, devient répréhensible et peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. En France, on n'a aucun produit, en Allemagne, c'est 400 qui sont autorisés. En Autriche, en Italie, on est les derniers. Je crois qu'on est vraiment le... c'est incroyable, parce que, mais ça c'est les lobbies, c'est pas, comme d'habitude. Voilà. Donc, mais enfin là, vu ce qui s'est passé, comment les gens ont réagi, ça a été fort, quand même. Ça a crié de partout. Ils m'ont pris sous forme de copier-coller mes cours, mes 2 brevets, ma licence, mon numéro de dispensateur de formation. Quand on détruit les fiches techniques d'Eric ou quand on les saisit, quand on pille son ordinateur, c'est qu'il y a vraiment une volonté. Ils auraient pu détruire les produits, comme il s'est fait à une époque sur les marchés, quand on détruisait un produit qui n'était pas conforme à la raison gasoil. Eh bien, ils auraient pu se contenter de ça. Mais non, en fait, il y avait une volonté d'éradication et peut-être aussi d'appropriation, parce que Eric a fait un immense boulot de recherche, et je pense qu'il est sans doute beaucoup en avance par rapport à certains grands groupes. Et je crois qu'aussi il y avait une volonté de vol, tout simplement, de ce qui s'est passé chez Eric. Et la semence, c'est pareil. Aujourd'hui, vous savez qu'on nous a volé toutes nos semences. Quand je dis on nous, à vous, à moi, à Bernard, à Jean-François, on nous a volé nos semences. Les semences sont séquestrées dans des banques de semences au niveau mondial. Mais on n'y a plus accès. Et la preuve en est, c'est exactement la même chose que pour les bouilleurs de cru, que pour la transmission d'un savoir culturel. Eh bien, on n'a plus le droit de transmettre une semence. On était rendu à ne plus avoir la possibilité de dire comment faire un mélange, plus le droit de conseiller. On nous supprimait tout le savoir populaire, c'était déjà depuis la nuit des temps. Et maintenant, est interdit tout ce qui n'est pas autorisé. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit homologué pour être autorisé. Alors bon,
foutons la paix un peu aux petits jardiniers qui veulent faire à leur façon. Et si j'ai envie, moi, de donner des conseils ou autres, ça m'arrive souvent, à quelqu'un qu'on en ait un peu la liberté. C'est pas, surtout que l'ortie a été trop longtemps classée en mauvaise herbe. Il y avait deux possibilités, hein, comme bon nombre d'agriculteurs, où vous ne dites rien et vous vous faites casser, vous finissez même par vendre votre ferme, hein, parce que vous pouvez aller jusqu'à vendre votre ferme quand vous avez eu les fraudes qui sont venues chez vous, ou vous montez une levée de bouclier intelligente, et c'est ce qui s'est passé avec ce collectif qui s'est monté. C'était un vœu pieux depuis pas mal d'années, et là en quelques semaines ça s'est fait, donc quelque part dans ce monde-là on peut être très solidaire. C'est la bêtise plutôt qu'autre chose. Et puis oui, peut-être le pouvoir et l'argent, mais c'est que ça rapporte pas beaucoup. Si tout le monde se met à couper des orties, c'est facile, ça pousse tout. Et alors, évidemment. N'empêche que pour la santé, ce serait peut-être mieux. Et vous savez quoi? J'ai une idée pour les administrations tatillonnes qui nous pondent des textes pour le bien de la communauté. Ils devraient rendre illégal l'allaitement maternel parce que ça empêche Nestlé de vendre du lait en poudre. C'est quand même dramatique ça comme problème, non? Allez, salut! Amendement numéro 216. Deuxième rectification. L'article L253.1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations par décret. Les députés travaillant sur l'écriture de la loi sur l'eau, qui devait régir les différentes manières dont on pouvait protéger les captages d'eau, etc., comment protéger notre ressource en eau, possédait bien évidemment un volet agricole extrêmement important, puisque l'une des principales sources aujourd'hui de la pollution de l'eau, elle est d'origine agricole. Donc là-dessus, des députés ont proposé un amendement, dit amendement Purin-Dorty, qui permettait d'extraire de la loi d'orientation agricole 2006 ces fameuses préparations naturelles peu préoccupantes dont le Purin-Dorty devenait l'emblème, à tel point que cet amendement s'est appelé amendement Purin-Dorty. Aujourd'hui encore, quand le ministère communique sur cette affaire, il parle d'amendement Purin-Dorty, qui permet aujourd'hui de travailler sur l'écriture d'un décret qui permettra, mais on ne sait pas quand, de donner un véritable statut à ces préparations naturelles. Monsieur, j'ai choisi la plus petite en creuse. Hein? Bien, Maurice, j'ai choisi la plus petite creusoise. Bonjour. Oui, même c'est bizarre. Enchanté. Ça fait plaisir. Salut. Bonjour. Voilà, disons, ça sont des amis de l'ortie. Ah, et je l'ai travaillé, alors ça c'est Urtica bovida. Tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois que les Israéliens ils font « Oh la vache !» Donc je l'ai appelé Urtica. Alors voilà, j'ai la joie de vous annoncer que cette biennale est ouverte. Donc on a demandé à M. Monsanto, lui, de boire son produit, même qu'il dilue à 1/100, et montrer qu'un purin, on peut le boire. Si on le dilue à 5%, c'est de l'homéopathie. Donc ce soir, si vous voulez essayer, vous diluez à 5%, et là vous allez voir que c'est un produit qui est neutre. Et pour s'en servir dans le jardin, on est obligé de le filtrer? Ah oui, on peut pas mettre comme ça le purin tout entier. Alors il fait semblant de s'y connaître. Ça sent bon. Ça sent bon, hein? Là, ça sent bon encore. C'est une commande qui m'a été faite au départ pour la biennale de Melle, où nous sommes, qui est une biennale d'art contemporain. Et quand Dominique Trucot, qui en est la commissaire, m'a demandé qu'est-ce que j'allais faire, j'ai proposé d'abord un jardin d'eau, qui est un jardin filtrant, un jardin qui permet, en faisant passer l'eau qui est toujours polluée dans cette région, une des régions les plus polluées du monde, de sortir de ces différents lagunages épurés par les plantes. Donc les plantes prises comme une usine chimique. Passe la loi d'orientation agricole, juste après, très peu de temps, 3 ou 4 mois après, et là je dis c'est pas possible,
ce sera un jardin d'eau et d'ortie. Il faut parler de ça, il faut absolument en parler. C'est trop grave ce qui nous arrive, où là on se mêle de nous confisquer un bien qui est partagé par tout le monde, tout le monde sait ce que c'est que les orties, tout le monde en a. Il y a des gens qui évidemment cherchent à les chasser, mais on sait tellement aussi ce qu'on peut en faire comme utilité. Et là, c'est tout à coup interdit. On sent derrière tout ça la pression des lobbies, le désir d'homologuer, mais seulement réservé à ceux qui ont 25 000 € pour le faire, et qui en ont soi-disant breveté ou trouvé je ne sais quel composant actif, etc. Et au détriment de tous ceux qui pourraient en faire un commerce, un artisanat tout à fait décent. Et là, ça devient une confiscation du savoir, des pratiques, de la possibilité d'en parler, une privation des libertés, une atteinte à la liberté pure et simple. Quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grave qu'on imagine, étant bien entendu que c'est le sommet d'un tout petit iceberg monstrueux qui veut dire la même chose, où on cherche à tout marchandiser, tout. C'est ça, le soi-disant développement durable d'aujourd'hui. Donc là, je ne rentre pas là-dedans. Donc c'est un jardin politique et de contestation et de résistance. Et quand effectivement, quasiment peut-être 90% des députés ont reçu 1, 2, 3 ou 10 courriers les interpellant sur le fait que c'était complètement aberrant qu'on interdise aux gens de donner une recette de purin d'ortie à son voisin et qu'on était dans un état où on pouvait très bien imaginer un flic derrière chaque jardinier, là les députés ils ont commencé à baliser. Et un jour, j'entends un bruit dans la cour. Et un petit peu sous forme de boutade, je dis à Virginie, ma secrétaire, ah bah tiens, ça doit être les fraudes. Et je sors du bureau. Ah, et c'était la DGLE qui était là, les deux agents, les mêmes. Et ils étaient très gentils, très sympas. Parce que figurez-vous, ça on me l'a dit 2-3 fois, les élections approchent. Donc il va falloir qu'on finalise un petit peu ce rapport et que si possible, on va tout faire pour que ça se passe en votre faveur. Donc on va quand même étudier vos protocoles, parce qu'il faut savoir que j'ai été dénoncé la première fois à l'Aïle-et-Rose, quand j'ai perfusé des marronniers, ça a été le début de l'affaire quelque part. On m'a dit, voilà, quel a été votre protocole pour mettre en place les travaux que vous avez mis à l'Aïle-et-Rose pour lutter contre la mineuse. Donc c'était sous forme de perfusion avec des huiles essentielles. Je dis, pas de problème, je vais vous montrer mes protocoles, les calculs d'intrants. Non, c'est pas la peine, ça ira comme ça. Et quel type de travaux avez-vous fait pour calculer les intrants contre telle maladie, parce que vous la mentionnez dans votre cours? Ah ben je vais vous montrer tout ça. Non, c'est bon. Il a fait des calculs d'intrants, etc. En fait, ils n'ont rien contrôlé du tout. Voilà. J'ai signé un rapport qui était en ma faveur, quelque part, dans l'idée de finaliser cette affaire, mais quelque part, c'est pas quelque chose qui me sauve, qui m'extirpe de cette affaire. Ce n'est qu'un rapport signé en m'obligeant quelque part, on m'a obligé de le mettre, comme quoi il fallait que je suive un cours pour obtenir un agrément pour l'utilisation des produits chimiques. Voilà. En quel cas, moi, je refuse toujours de suivre ce cours, et jamais je passerai cet agrément que j'aurais dû suivre, comme bien des professionnels, car je n'utilise pas de produits chimiques, et je vois pas pourquoi des professionnels qui ont suivi un stage de 4 jours auraient une formation pour utiliser des produits chimiques et polluer allègrement la planète. Surtout que dans notre métier, un boulanger, un électricien peut s'installer paysagiste. Il lui suffit d'aller suivre cette formation, qui était à l'époque orchestrée par un ingénieur Rhône Poulenc, il y a bien des années. On lui donnait l'aval pour aller polluer allègrement la planète. Voilà. Sans vraiment véritable formation, quoi. Donc voilà, c'est encore une fois de plus la manière dont ils nous font une brève démonstration comme quoi ils se tirent une balle dans le pied. Et puis toutes ces substances-là, en même temps, c'est ça qu'il faut se dire. C'est ces substances, nous, on doit passer par une formation pour les utiliser. Mais si vous allez en jardinerie, vous retrouverez exactement les mêmes, mais ça ne sera pas la même marque commerciale, mais les mêmes principes actifs que les particuliers peuvent utiliser et épandre dans leur jardin. Enfin, c'est une ineptie de plus, quoi. Voilà.